Bonjour à tous. Donc, je vais effectivement vous parler d'IRM fonctionnel, de langage et puis ensuite de charge émotionnelle dans l'évaluation des états de conscience altérés. Alors tout d'abord, pourquoi s'intéresser au langage ? Le langage, c'est la principale base de la communication. Or, la question de la communication avec les patients en état de conscience altéré, elle est cruciale, que ce soit pour les proches ou les équipes médicales et soignantes. Et d'un point de vue diagnostique, alors attendez. Voilà. Ah non. Oui, voilà. Donc d'un point de vue diagnostique, c'est cette capacité de communication qui va permettre de distinguer l'état de conscience minimal plus de l'état de conscience minimal moins. Donc, je ne vais pas revenir sur la liste des critères diagnostiques, mais si on se concentre sur ceux de l'état de conscience minimal plus, alors qu'on retienne les trois, la réponse à la commande, la verbalisation et la communication intentionnelle non fonctionnelle, ou qu'on retienne uniquement la réponse à la commande, on constate qu'ils sont basés sur cette capacité de communication. C'est-à-dire qu'il faut que la capacité de communication soit préservée pour pouvoir être diagnostiquée en état de conscience minimale. Que ce soit pour la réponse à la commande, puisqu'il faut pouvoir comprendre la consigne pour l'effectuer, pour la verbalisation bien sûr, et puis pour la communication intentionnelle non fonctionnelle, donc ça correspond à la capacité à répondre à une question avec un code oui-non, même si la réponse est erronée. On voit que finalement ce qui distingue ECM- et ECM+, c'est cette capacité de communication, le CM- étant un ECM non communicant et le CM+ étant un ECM communicant. Et si on regarde d'un point de vue métabolique, les régions cérébrales qui sont plus actives, qui ont un métabolisme plus élevé chez les patients ECM+, par rapport aux patients ECM-, on voit que ces régions sont principalement localisées au niveau de l'hémisphère gauche, dans des régions concordantes avec les régions qui sont activées par des tâches liées au langage, et notamment par les tâches liées à la production du langage, qui sont ici en vert dans la ligne du bas, la perception du langage en bleu ou la compréhension du langage en rose. Alors l'utilisation de l'IRM fonctionnel, on en a parlé, de ses avantages, donc je ne vais pas revenir sur ces diapos-là. Je vais vous parler uniquement d'IRM fonctionnel là, mais bien sûr, il y a des approches en électrophysiologie et en imagerie TEP-scan qui sont complémentaires. Il y a 3 moyens d'évaluer les fonctions cérébrales par la neuroimagerie. On l'a vu au repos, avec notamment l'étude du réseau du mode par défaut, donc en mesurant l'activité cérébrale spontanée, avec des paradigmes actifs, où on demande aux patients d'effectuer une tâche, ou des paradigmes passifs par la mesure de l'activité cérébrale suite à une stimulation. Donc pour le langage, au repos, on peut voir la connectivité fonctionnelle du réseau du langage. Au repos. Donc on voit ici à gauche l'étude de connectivité fonctionnelle du réseau du langage qui est concordant avec les régions cérébrales qui sont activées lors de tâches liées au langage. Pour ce qui est des paradigmes actifs, donc je ne vais pas revenir dessus, ça a été vu déjà plusieurs fois, avec la possibilité d'établir un code oui-non, mais on voit les limites, on ne peut pas faire ça en routine clinique, clairement. Donc, le paradigme passif présente l'avantage de ne pas demander d'entraînement préalable, et puisque le patient, en fait, on ne demande pas de participation active du patient. Donc, je vais vous présenter un protocole d'IRM fonctionnel d'activation, c'est un protocole passif qu'on a développé à Clermont-Ferrand. L'objectif étant de détecter d'éventuelles capacités cognitives résiduelles. Chez les patients en état de conscience altérée, là on parle de patients chroniques, c'est-à-dire qui sont au-delà d'1 an après le traumatisme crânien. Concrètement, les patients de notre étude étaient entre 2 et 12 ans à distance de l'accident neurologique initial. Et le protocole est basé sur l'écoute passive de phrases à charge émotionnelle graduée. Donc concrètement, le patient est dans l'IRM avec un casque et donc il y a différentes conditions. Une première condition qui est de repos, silence. Ce n'est pas le vrai silence parce que l'IRM c'est très bruyant, mais en tout cas il n'y a pas d'autre bruit que l'IRM. Et ensuite, une personne inconnue qui raconte des phrases neutres. Donc c'est de la sémantique générale, c'est des connaissances partagées par tout le monde, comme Paris est la capitale de la France, où il y a 4 saisons dans une année. Et ces phrases sont diffusées à l'endroit et à l'envers.
Donc ce sont exactement les mêmes sons qui les composent, ce sont les mêmes propriétés acoustiques, mais dans une condition, il y a du sens, et dans l'autre, non. Donc en comparant les deux, on peut isoler l'accès au sens. Ensuite, une condition où on enregistre un proche qui va dire ces mêmes phrases neutres. Donc là, ce qui change entre les deux dernières conditions, c'est la familiarité de la voix. Et en comparant les deux, on va pouvoir isoler l'effet de la familiarité de la voix. Et enfin, une dernière condition, c'est le même proche qui raconte des souvenirs, avec une consigne de rappel et l'évocation du prénom du patient. Donc là, ce qui change entre les deux, c'est la même voix, ce qui change, c'est le contenu du discours. Donc on voit cette flèche qui représente le gradient de charge émotionnelle, avec, donc je ne vais pas revenir, je ne vais pas présenter tous les résultats, on va se focaliser là sur la charge émotionnelle faible, c'est-à-dire l'inconnu qui raconte des choses neutres, avec la charge émotionnelle élevée, le proche qui raconte des souvenirs. Avec l'idée que plus la charge émotionnelle est importante, plus ça va permettre le recrutement, l'activation de régions cérébrales. Donc dans le groupe contrôle, on voit que la condition charge émotionnelle faible, donc lorsqu'un inconnu dit des phrases de sémantique générale, on observe une activation au niveau des cortex auditifs associatifs, bilatéral. Et lorsque c'est le proche qui raconte des souvenirs, on voit un pattern d'activation qui englobe notamment les régions du système limbique qui sont impliquées dans la récupération des souvenirs. Alors, je ne vais pas vous présenter cas par cas tous les patients de l'étude, j'ai choisi des cas représentatifs en fait, du groupe. Donc un premier patient qui était diagnostiqué sur la base de l'échelle CRSR en syndrome d'éveil non répondant, et on voit que chez ce patient, quelle que soit la charge émotionnelle, on n'observe pas d'activation spécifique. Alors attention, ça ne veut pas dire que ce patient n'a pas d'activité cérébrale. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence d'activité cérébrale quand le patient est au repos, qu'il y a le bruit de l'IRM, et lorsqu'il entend parler. Il n'y a pas de réponse spécifique à l'écoute de phrases. Donc ce patient, ces résultats d'IRM fonctionnels vont dans le sens effectivement d'un diagnostic ENR. Ensuite, un second patient, donc ça c'est un patient qui était inclus dans l'étude de stimulation cérébrale profonde, c'était le patient diagnostiqué ENR depuis 12 ans. On voit chez ce patient, lorsqu'il entend un inconnu dire des phrases neutres, il n'y a aucune activation. Par contre, lorsque c'est sa sœur qui raconte des souvenirs, on observe une activation et qui est cohérente avec le discours, puisqu'on voit un recrutement notamment des hippocampes et du cortex cingulaire antérieur qui font partie du système limbique. Ensuite, un patient diagnostiqué en état de conscience minimale moins, et on va chez ce patient. Alors, ici, on est en convention neuro, donc la gauche est à gauche. On voit une activation qui est limitée au niveau des aires du gyrus temporal supérieur, des aires auditives associatives. L'hémisphère droit à ce niveau-là est lésé, il n'est pas fonctionnel. Mais ce qui est intéressant là, c'est que les activations sont les mêmes finalement, quel que soit le contenu du discours. Donc les aires de la perception du langage sont actives, mais pas les aires finalement qui traduisent un accès, une compréhension du langage. Et enfin, un dernier patient qui était diagnostiqué en état de conscience minimale plus, et on voit que chez ce patient, les activations cérébrales lorsqu'il entend un proche raconter des souvenirs sont similaires à celles observées dans le groupe contrôle. Et ce qui est intéressant, si on s'attarde sur les activations de la ligne médiane et qu'on les compare au réseau du mode par défaut, on voit que ces activations sont concordantes. Et on sait que ce réseau du mode par défaut est corrélé à la conscience. Et également, ces structures de la ligne médiane sont impliquées dans l'attention dirigée vers l'attention interne et la conscience de soi. Donc c'est cohérent, les souvenirs de mémoire autobiographique sont également très reliés au soi. Donc finalement, ce protocole, il peut permettre de détecter des capacités cognitives résiduelles pour une meilleure évaluation des états de conscience altérés. Mais il ne faut pas perdre de vue, et ça c'est un mot qui est revenu, l'approche multimodale. Ce protocole, il ne règle pas le problème pour les troubles phasiques. S'il y a un trouble de la compréhension, forcément, ça va poser problème.
Donc, pour mieux comprendre le support anatomo-fonctionnel de l'altération de la conscience, dans l'idée de réfléchir à des solutions thérapeutiques, il est vraiment important d'adopter cette approche multimodale avec une imagerie structurelle, d'une part, avec analyse des lésions de la substance grise et de la substance blanche, et puis l'imagerie fonctionnelle, donc que ce soit au repos ou avec des paradigmes d'activation, actifs ou passifs, et puis également avec l'électrophysiologie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Anna. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Oui. Blanche. L'émotion, donc vous avez fait émotion et langage. Est-ce que vous avez comparé avec l'odorat, c'est-à-dire les odeurs qui sont très émotionnelles et également la musique, les rythmes de musique? Non, alors pour l'odorat, c'est très difficile à mettre en place dans l'IRM, oui, parce qu'il faut pouvoir diffuser une odeur et puis il faut pouvoir uniformiser en fait la diffusion de l'odeur. Pour la musique, on l'a pas fait, mais c'est bien sûr, c'est une piste intéressante. Tout ce qui est, dès qu'il y a un lien en fait avec l'émotion et l'individualité, c'est effectivement des choses intéressantes. On avait commencé avec une réponse électrodermale à étudier ça, mais bon voilà, ça n'avait pas abouti. Mais c'est quelque chose qu'il faut creuser, c'est sûr. Oui. Jean-Jacques. Oui. Juste un petit commentaire pour remettre ça dans l'histoire. C'est vrai que quand on avait lancé l'étude à l'époque, on avait parlé de ça. On ne l'a pas utilisé pour les critères d'inclusion des patients, bien qu'après des reviewers nous avaient même fait leur reproche disant pourquoi vous n'avez pas utilisé les REM fonctionnels. Alors on a les données, vous avez compris pourquoi. On est en train de les traiter parce que ça prend vite des proportions de complexité effroyables avec la connectivité. Mais en pratique, on se rend compte que ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui, moi j'en suis ravi, je vois le nombre de communications qui tournent autour de l'image, de l'information. Mais si on revient les deux pieds par terre, là, c'est très difficile. Il faut qu'on démontre tout cela. Donc il y a quelques travaux comme ça où on voit l'intérêt que ça peut avoir et tout. Mais après, je me souviens vraiment des échanges avec des reviewers. Ça marche pas. Non, c'est possible, mais il faut que ce soit maintenant un élément complémentaire. Je pense qu'on en discutera sur les indications. C'est vrai que quand on voit ça, on se dit qu'on va quand même pouvoir clarifier fortement les types de choix thérapeutiques. C'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et quand on avait même lancé ces études, vous voyez. J'avais une question, juste Anna, sur les régions du langage associées, si j'ai bien compris, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, dans le réseau par défaut. C'est ça, on peut individualiser certaines régions du langage dans le réseau par défaut? Alors, non, c'est pas pas ça. Non, c'est les régions. Non, parce que quand c'est le proche qui raconte, quand c'est un inconnu qui dit des choses neutres, on n'a pas du tout ces structures de la ligne médiane. C'est le fait que ce soit un contenu de la mémoire autobiographique, en fait, qui entraîne cette activation. C'est pas le langage, c'est vraiment le caractère personnel lié au soi qui entraîne cette activation. Finalement, on a des traces de traitement des informations sonores, auditives, des émotions, mais on n'a pas tellement de traces de traitement de l'information de langage. Alors là, je ne les ai pas présentées, mais en fait, on peut les avoir en comparant les phrases diffusées à l'endroit et à l'envers. Voilà. Oui. Là, je ne l'ai pas présenté parce qu'il fallait faire un choix pour tenir. Mais oui, avec ce protocole, on peut y avoir accès. Et également, j'en ai pas parlé là, mais il y a des patients chez lesquels il y a un effet de la familiarité de la voix. Concrètement, c'est des activations au niveau du sillon temporel supérieur, mais pas d'activation lorsque c'est les souvenirs de mémoire autobiographique. Ça permet vraiment d'avoir une graduation de l'évaluation d'un point de vue perceptif de quoi est capable le patient. Parce que c'est sûr que ces informations sur le langage, la préservation d'air associé au langage, avec, je pense, quand même cet outil qui est quand même très approprié. Et je ne sais pas si c'est compliqué dans le traitement, peut-être que ça l'est. Quand on compare des non-mots et des mots, par exemple, c'est vrai que c'est très utile, je pense, pour l'évaluation de nos patients. Parce que savoir s'ils ont des airs,
une compréhension du langage qui est altérée ou pas, c'est parfois très compliqué quand il y a un trouble de conscience associé. Et vu que la plupart des consignes, elles utilisent le langage, c'est un élément majeur. Ah oui, il faut tester le langage, c'est sûr. Oui. Après, c'est pareil, il faut d'abord pour bien faire les choses, il faut commencer par les potentiels évoqués auditifs là, dans ce protocole. C'est sûr. Merci. Merci beaucoup, Anna.